Chapitre 116. Pépinot. Au moment même où le bateau à vapeur du comte disparaissait derrière le cap Morgiou, un homme, courant la poste sur la route de Florence à Rome, venait de dépasser la petite ville d'Acquapantante. Il marchait assez vite pour faire beaucoup de chemin, sans toutefois devenir suspect. Vêtu d'une redingote, ou plutôt de surtout que le voyage avait infiniment fatigué, mais qui laissait voir brillant et frais encore un ruban de la Légion d'honneur, répété à son habit, cet homme, non seulement à ce double signe, mais encore à l'accent avec lequel il parlait au postillon, devait être reconnu pour français. Une preuve encore qu'il était né dans le pays de la langue universelle. C'est qu'il ne savait d'autres mots italiens que ces mots de musique qui peuvent, comme le Godam de Figaro, remplacer toutes les finesses d'une langue particulière. Allegro, disait-il au postillon à chaque montée. Moderato, faisait-il à chaque descente. Et Dieu sait s'il y a des montées et des descentes en allant de Florence à Rome par la route d'Acquapendente. Ces deux mots, au reste, faisaient beaucoup rire les braves gens auxquels il s'était adressé. En présence de la ville éternelle, c'est-à-dire en arrivant à la Storta, point d'où l'on aperçoit Rome, le voyageur n'éprouva point ce sentiment de curiosité enthousiaste qui pousse chaque étranger à s'élever du fond de sa chaise pour tâcher d'apercevoir le fameux dôme de Saint-Pierre, qu'on aperçoit déjà bien avant de distinguer autre chose. Non, il tira seulement un portefeuille de sa poche, et de son portefeuille un papier plié en quatre, qu'il déplia et replia avec une attention qui ressemblait à du respect. Et il se contenta de dire: Bon, je l'ai toujours. La voiture franchit la porte del Popolo, prit à gauche et s'arrêta à l'hôtel d'Espagne. Maître Pastrini, notre ancienne connaissance, reçut le voyageur sur le seuil de la porte et le chapeau à la main. Le voyageur descendit, commanda un bon dîner et s'informa de l'adresse de la maison Thomson and French, qui lui fut indiquée à l'instant même, cette maison étant une des plus connues de Rome. Elle était située via dei Blanchi, près de Saint-Pierre. À Rome, comme partout, l'arrivée d'une chaise de poste est un événement. 10 jeunes gens, descendants de Marius et des Gracques, pieds nus, les coudes percés, mais le poing sur la hanche et le bras pittoresquement recourbé au-dessus de la tête, regardaient le voyageur, la chaise de poste et les chevaux. À ces gamins de la ville par excellence, s'était joint une cinquantaine de badauds des États de sa sainteté, de ceux-là qui font des ronds en crachant dans le Tibre, du haut du pont Saint-Ange, quand le Tibre a de l'eau. Or, comme les gamins et les badauds de Rome, plus heureux que ceux de Paris, comprennent toutes les langues et surtout la langue française, ils entendirent le voyageur demander un appartement, demander à dîner et demander enfin l'adresse de la maison Thomson and French. Il en résulta que lorsque le nouvel arrivant sortit de l'hôtel avec le cicérone de rigueur, un homme se détacha du groupe des curieux, et sans être remarqué du voyageur, sans paraître être remarqué de son guide, marcha à peu de distance de l'étranger, le suivant avec autant d'adresse qu'aurait pu le faire un agent de la police parisienne. Le Français était si pressé de faire sa visite à la maison Thomson et French qu'il n'avait pas pris le temps d'attendre que les chevaux fussent attelés. La voiture devait le rejoindre en route ou l'attendre à la porte du banquier. On arriva sans que la voiture eût rejoint. Le Français entra, laissant dans l'antichambre son guide, qui aussitôt entra en conversation avec 2 ou 3 de ces industriels sans industrie, ou plutôt aux 1000 industries qui se tiennent à Rome, à la porte des banquiers, des églises, des ruines, des musées ou des théâtres. En même temps que le Français, l'homme qui s'était détaché du groupe des curieux entra aussi. Le Français sonna au guichet des bureaux et pénétra dans la première pièce. Son ombre en fit autant. Messieurs Thomson and French demanda l'étranger. Une espèce de laquais se leva sur le signe d'un commis de confiance, gardien solennel du premier bureau. Qui annoncerai-je demanda le laquais, se préparant à marcher devant l'étranger. Monsieur le baron Danglars, répondit le voyageur. Venez, dit le laquais.
Une porte s'ouvrit. Le laquais et le baron disparurent par cette porte. L'homme qui était entré derrière Danglars s'assit sur un banc d'attente. Le commis continua d'écrire pendant 5 minutes à peu près. Pendant ces 5 minutes, l'homme assis garda le plus profond silence et la plus stricte immobilité. Puis la plume du commis cessa de crier sur le papier. Il leva la tête, regarda attentivement autour de lui, et s'étant assuré du tête-à-tête, «Ha ha!» dit-il. «Te voilà, Peppino!» «Oui», répondit laconiquement celui-ci. «Tu as flairé quelque chose de bon chez ce gros homme? Il n'y a pas grand mérite pour celui-ci, nous sommes prévenus. Tu sais donc ce qu'il vient faire ici? Curieux! Parbleu, il vient toucher. Seulement, reste à savoir quelle somme. On va te dire cela tout à l'heure, l'ami. Fort bien. Mais ne va pas, comme l'autre jour, me donner un faux renseignement. Qu'est-ce à dire? Et de qui veux-tu parler? Serait-ce de cet Anglais qui a emporté d'ici 3 000 écus l'autre jour? Non, celui-là avait en effet les 3 000 écus et nous les avons trouvés. Je veux parler de ce prince russe. Eh bien? Eh bien, tu nous avais accusé 30 000 livres et nous n'en avons trouvé que 22. Vous aurez mal cherché. C'est Luigi Vampa qui a fait la perquisition en personne. En ce cas, il avait ou payé ses dettes, un Russe, ou dépensé son argent. C'est possible, après tout. C'est sûr. Mais laisse-moi aller à mon observatoire. Le Français ferait son affaire sans que je puisse savoir le chiffre positif. Peppino fit un signe affirmatif, et tirant un chapelet de sa poche, se mit à marmotter quelques prières, tandis que le commis disparaissait par la même porte qui avait donné passage au laquais et au baron. Au bout de 10 minutes environ, le commis reparut radieux. Eh bien? Demanda Peppino à son ami. Alerte! Alerte! Dit le commis. La somme est ronde. 5 à 6 millions, n'est-ce pas? Oui. Tu sais le chiffre? Sur un reçu de son Excellence le comte de Monte Cristo. Tu connais le comte? Et dont on l'a crédité sur Rome, Venise et Vienne. C'est cela? S'écria le commis. Comment es-tu si bien informé? Je t'ai dit que nous avions été prévenus à l'avance. Alors pourquoi t'adresses-tu à moi? Pour être sûr que c'est bien l'homme à qui nous avons affaire. C'est bien lui. 5 millions. Une jolie somme, hein, Peppino? Oui. Nous n'en aurons jamais autant. Au moins, répondit philosophiquement Peppino, en aurons-nous quelques bribes. Chut! Voici notre homme. Le commis reprit sa plume. Et Peppino son chapelet. L'un écrivait, l'autre priait quand la porte se rouvrit. Danglars apparut radieux, accompagné par le banquier qui le reconduisit jusqu'à la porte. Derrière Danglars descendit Peppino. Selon les conventions, la voiture qui devait rejoindre Danglars attendait devant la maison Thomson and French. Le Cicérone en tenait la portière ouverte. Le Cicérone est un être très complaisant et qu'on peut employer à toute chose. Danglars sauta dans la voiture, léger comme un jeune homme de 20 ans. Le Cicérone referma la portière et monta près du cocher. Peppino monta sur le siège de derrière. Son Excellence veut-elle voir Saint-Pierre? Demanda le Cicérone. Et pourquoi faire? Répondit le baron. Dame, pour voir. Je ne suis pas venu à Rome pour voir, dit tout haut Danglars. Puis il ajouta tout bas avec son sourire cupide. Je suis venu pour toucher. Et il toucha en effet son portefeuille dans lequel il venait d'enfermer une lettre. Alors, son Excellence va à l'hôtel. Casa Pastrini, dit le Cicérone au cocher. Et la voiture partit rapide comme une voiture de maître. 10 minutes après, le baron était rentré dans son appartement. Et Peppino s'installait sur le banc accolé à la devanture de l'hôtel. Après avoir dit quelques mots à l'oreille d'un de ces descendants de Marius et des Gracques que nous avons signalés au commencement de ce chapitre, lequel aussitôt prit le chemin du Capitole de toute la vitesse de ses jambes. Danglars était là,
satisfait et avait sommeil. Il se coucha, mit son portefeuille sous son travessin et s'endormit. Peppino avait du temps de reste. Il joua à la morra avec des facchini, perdit 3 écus, et pour se consoler, but un verre de vin d'Orvieto. Le lendemain, Danglars s'éveilla, quoiqu'il se fût couché de bonne heure. Il y avait 5 ou 6 nuits qu'il dormait fort mal, quand toutefois il dormait. Il déjeuna copieusement et peu soucieux, comme il l'avait dit, de voir les beautés de la ville éternelle, il demanda ses chevaux de poste pour midi. Mais Danglars avait compté sans les formalités de la police et sans la paresse du maître de poste. Les chevaux arrivèrent à 2 heures seulement, et le Cicérone ne rapporta le passeport visé qu'à 3 heures. Tous ces préparatifs avaient amené devant la porte de maître Pastrini bon nombre de badauds. Les descendants des Gracques et de Marius ne manquaient pas non plus. Le baron traversa triomphalement ces groupes, qu'il l'appelait Excellence pour avoir un bajocco, comme Danglars, homme très populaire comme on sait, s'était contenté de se faire appeler baron jusque-là et n'avait pas encore été traité d'Excellence, ce titre le flatta, et il distribua une douzaine de pauls à toute cette canaille, toute prêtre, pour 12 autres pauls à le traiter d'Altesse. Quelle est route demanda le postillon en italien. Route d'Ancône, répondit le baron. Maître Pastrini traduisit la demande et la réponse, et la voiture partit au galop. Danglars voulait effectivement passer à Venise et y prendre une partie de sa fortune, puis de Venise aller à Vienne, où il réaliserait le reste. Son intention était de se fixer dans cette dernière ville, qu'on lui avait assuré être une ville de plaisir. À peine eut-il fait 3 lieues dans la campagne de Rome que la nuit commença de tomber. Danglars n'avait pas cru partir si tard, sinon il serait resté. Il demanda au postillon combien il y avait avant d'arriver à la prochaine ville. Non capisco, répondit le postillon. Danglars fit un mouvement de la tête qui voulait dire très bien. La voiture continua sa route. À la première poste, se dit Danglars, j'arrêterai. Danglars éprouvait encore un reste du bien-être qu'il avait ressenti la veille, et qui lui avait procuré une si bonne nuit. Il était mollement étendu dans une bonne calèche anglaise à double ressort. Il se sentait entraîné par le galop de 2 bons chevaux. Le relais était à 7 lieues, il le savait. Que faire quand on est banquier et qu'on a heureusement fait banqueroute? Danglars songea 10 minutes à sa femme, restée à Paris. 10 autres minutes à sa fille, courant le monde avec mademoiselle d'Armilly. Il donna 10 autres minutes à ses créanciers et à la manière dont il emploierait leur argent. Puis, n'ayant plus rien à quoi penser, il ferma les yeux et s'endormit. Parfois, cependant, secoué par un chaos plus fort que les autres, Danglars rouvrait un moment les yeux. Alors il se sentait toujours emporté avec la même vitesse, à travers cette même campagne de Rome, toute parsemée d'aqueducs brisés, qui semblent des géants de granit pétrifiés au milieu de leur course. Mais la nuit était froide, sombre, pluvieuse, et il faisait bien meilleur pour un homme à moitié assoupi de demeurer au fond de sa chaise les yeux fermés que de mettre la tête à la portière pour demander où il était à un postillon qui ne savait répondre autre chose que non capisco. Danglars continua donc de dormir en se disant qu'il serait toujours temps de se réveiller au relais. La voiture s'arrêta. Danglars pensa qu'il touchait enfin au but tant désiré. Il rouvrit les yeux, regarda à travers la vitre, s'attendant à se trouver au milieu de quelque ville ou tout au moins de quelque village. Mais il ne vit rien qu'une espèce de masure isolée et 3 ou 4 hommes qui allaient et venaient comme des ombres. Danglars attendit un instant que le postillon qui avait achevé son relais vînt lui réclamer l'argent de la poste. Il comptait profiter de l'occasion pour demander quelques renseignements à son nouveau conducteur. Mais les chevaux furent dételés et remplacés sans que personne vînt demander d'argent aux voyageurs. Danglars, étonné, ouvrit la portière, mais une main vigoureuse la repoussa aussitôt, et la chaise roula. Le baron, stupéfait, se réveilla entièrement. Eh dit-il au postillon. Mio caro. C'était encore de l'italien de romance que Danglars avait retenu lorsque sa fille chantait des duos avec le prince Cavalcanti. Mais mio caro ne répondit point. Danglars se contenta alors d'ouvrir la vitre.
«Hé, l'ami! Où allons-nous donc?» dit-il en passant sa tête par l'ouverture. «Dentro la testa!» cria une voix grave et impérieuse accompagnée d'un geste de menace. Danglars comprit que dentro la testa voulait dire rentrer la tête. Il faisait, comme on voit, de rapides progrès en italien. Il obéit, non sans inquiétude, et comme cette inquiétude augmentait de minute en minute, au bout de quelques instants, son esprit, au lieu du vide que nous avons signalé au moment où il se mettait en route, et qui avait amené le sommeil, son esprit, disons-nous, se trouva rempli de quantités de pensées plus propres les unes que les autres à tenir éveillé l'intérêt d'un voyageur, et surtout d'un voyageur dans la situation de Danglars. Ses yeux prirent dans les ténèbres ce degré de finesse que communiquent dans le premier moment les émotions fortes, et qui s'émoussent plus tard pour avoir été trop exercées. Avant d'avoir peur, on voit juste. Pendant qu'on a peur, on voit double. Et après qu'on a eu peur, on voit trouble. Danglars fit un homme enveloppé d'un manteau qui galopait à la portière de droite. Quelques gendarmes, dit-il. Aurais-je été signalé par les télégraphes français aux autorités pontificales? Il résolut de sortir de cette anxiété. Où me menez-vous? Demanda-t-il. Dentro la testa, répéta la même voix avec le même accent de menace. Danglars se retourna vers la portière de gauche. Un autre homme à cheval galopait à la portière de gauche. Décidément, se dit Danglars, la sueur au front, décidément, je suis pris. Et il se rejeta au fond de sa calèche. Cette fois, non pour dormir, mais pour songer. Un instant après, la lune se leva. Du fond de la calèche, il plongea son regard dans la campagne. Il revit alors ces grands aqueducs, fantômes de pierre, qu'il avait remarqués en passant. Seulement, au lieu de les avoir à droite, il les avait maintenant à gauche. Il comprit qu'on avait fait demi-tour et qu'on le ramenait à Rome. Oh, malheureux! S'écria-t-il. On aura obtenu l'extradition. La voiture continue de courir avec une effrayante vélocité. Une heure passa terrible, car à chaque nouvel indice jeté sur son passage, le fugitif reconnaissait, à n'en point douter, qu'on le ramenait sur ses pas. Enfin, il revit une masse sombre, contre laquelle il lui sembla que la voiture allait se heurter. Mais la voiture se détourna, longeant cette masse sombre, qui n'était autre que la ceinture de remparts qui enveloppe Rome. Oh! Oh! Murmura Danglars. Nous ne rentrons pas dans la ville. Donc ce n'est pas la justice qui m'arrête. Bon Dieu! Autre idée serait-ce. Ses cheveux se hérissèrent. Il se rappela ces intéressantes histoires de bandits romains, si peu crues à Paris et qu'Albert de Morcerf avait racontées à madame Danglars et à Eugénie, lorsqu'il était question pour le jeune vicomte de devenir le fils de l'une et le mari de l'autre. Des voleurs, peut-être, murmura-t-il. Tout à coup, la voiture roula sur quelque chose de plus dur que le sol d'un chemin sablé. Danglars hasarda un regard aux deux côtés de la route. Il aperçut des monuments de forme étrange, et sa pensée, préoccupée du récit de Morcerf, qui maintenant se représentait à lui dans tous ses détails, sa pensée lui dit qu'il devait être sur la voie Appienne. À gauche de la voiture, dans une espèce de vallée, on voyait une excavation circulaire. C'était le cirque de Caracalla. Sur un mot de l'homme qui galopait à droite de la voiture s'arrêta. En même temps, la portière de gauche s'ouvrit. Scendi! Commanda une voix. Danglars descendit à l'instant même. Il ne parlait pas encore en italien, mais il l'entendait déjà. Plus mort que vif, le baron regarda autour de lui. 4 hommes l'entouraient, sans compter le postillon. D'Ikea, dit un des 4 hommes en descendant un petit sentier qui conduisait de la voie appienne au milieu de ces inégales hachures de la campagne de Rome. Danglars suivit son guide sans discussion, et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'il était suivi des 3 hommes.
Cependant, il lui sembla que ces hommes s'arrêtaient comme des sentinelles à des distances à peu près égales. Après 10 minutes de marche environ, pendant lesquelles Danglars n'échangea point une seule parole avec son guide, il se trouva entre un tertre et un buisson de hautes herbes. 3 hommes debout et muets formaient un triangle dont il était le centre. Il voulut parler. Sa langue s'embarrassa. «Avanti!» dit la même voix à l'accent bref et impératif. Cette fois, Danglars comprit doublement. Il comprit par la parole et par le geste, car l'homme qui marchait derrière lui le poussa si rudement en avant qu'il alla heurter son guide. Ce guide était notre ami Peppino, qui s'enfonça dans les hautes herbes par une sinuosité que les fouines et les lézards pouvaient seuls reconnaître pour un chemin frayé. Peppino s'arrêta devant une roche surmontée d'un épais buisson. Cette roche, entr'ouverte comme une paupière, livra passage au jeune homme, qui y disparut comme disparaissent dans leurs trappes les diables de nos féeries. La voix et le geste de celui qui suivait Danglars engagèrent le banquier à en faire autant. Il n'y avait plus à en douter, le banqueroutier français avait affaire à des bandits romains. Danglars s'exécuta comme un homme placé entre 2 dangers terribles, et que la peur rend brave. Malgré son ventre assez mal disposé pour pénétrer dans les crevasses de la campagne de Rome, il s'infiltra derrière Peppino, et se laissant glisser en fermant les yeux, il tomba sur ses pieds. En touchant la terre, il rouvrit les yeux. Le chemin était large, mais noir. Peppino, peu soucieux de se cacher, maintenant qu'il était chez lui, battit le briquet et alluma une torche. 2 autres hommes descendirent derrière Danglars, formant l'arrière-garde, et poussant Danglars lorsque par hasard il s'arrêtait, le firent arriver par une pente douce au centre d'un carrefour de sinistre apparence. En effet, les parois des murailles creusées en cercueils superposés les uns aux autres semblaient, au milieu des pierres blanches, ouvrir ces yeux noirs et profonds qu'on remarque dans les têtes de mort. Une sentinelle fit battre, contre sa main gauche, les capucines de sa carabine. «Qui vive!» fit la sentinelle. «Ami, ami!» dit Peppino. «Où est le capitaine?» «Là!» dit la sentinelle, en montrant par-dessus son épaule une espèce de grande salle creusée dans le roc et dont la lumière se reflétait dans le corridor par de grandes ouvertures cintrées. «Bonne proie, capitaine, bonne proie!» dit Peppino en italien. Et prenant Danglars par le collet de sa redingote, il le conduisit vers une ouverture ressemblant à une porte, et par laquelle on pénétrait dans la salle dont le capitaine paraissait avoir fait son logement. «Est-ce l'homme?» demanda celui-ci qui lisait fort attentivement la vie d'Alexandre, dans Plutarque. «Lui-même, capitaine, lui-même.» «Très bien. Montrez-le-moi.» Sur cet ordre assez impertinent, Peppino approcha si brusquement sa torche du visage de Danglars que celui-ci se recula vivement pour ne point avoir les sourcils brûlés. Ce visage bouleversé offrait tous les symptômes d'une pâle et hideuse terreur. «Cet homme est fatigué», dit le capitaine. «Qu'on le conduise à son lit.» «Oh!» murmura Danglars. «Ce lit est probablement un des cercueils qui creusent la muraille. Ce sommeil, c'est la mort qu'un des poignards que je vois étinceler dans l'ombre va me procurer.» En effet, dans les profondeurs sombres de l'immense salle, on voyait se soulever, sur leurs couches d'herbes sèches ou de peau de loup, les compagnons de cet homme qu'Albert de Morcerf avait trouvé lisant les commentaires de César et que Danglars retrouvait lisant la vie d'Alexandre. Le banquier poussa un sourd gémissement et suivit son guide. Il n'essaya ni de prier ni de crier. Il n'avait plus ni force, ni volonté, ni puissance, ni sentiment. Il allait parce qu'on l'entraînait. Il heurta une marche et, comprenant qu'il avait un escalier devant lui, il se baissa instinctivement pour ne pas se briser le front et se trouva dans une cellule taillée en plein roc. Cette cellule était propre, bien que nue, sèche, quoique située sous la terre à une profondeur incommensurable.
Un lit fait d'herbes sèches, recouvert de peau de chèvre, était non pas dressé, mais étendu dans un coin de cette cellule. Danglars, en l'apercevant, crut voir le symbole radieux de son salut. Oh, Dieu soit loué, murmura-t-il. C'est un vrai lit. C'était la seconde fois depuis 1 heure qu'il invoquait le nom de Dieu. Cela ne lui était pas arrivé depuis 10 ans. Ecco, dit le guide, et poussant Danglars dans la cellule, il referma la porte sur lui. Un verrou grinça. Danglars était prisonnier. D'ailleurs, n'eût-il pas eu de verrou, il eût fallu être Saint-Pierre et avoir pour guide un ange du ciel pour passer au milieu de la garnison qui tenait les catacombes de Saint-Sébastien et qui campait autour de son chef, dans lequel nos lecteurs ont certainement reconnu le fameux Luigi Vampa. Danglars avait aussi reconnu ce bandit, à l'existence duquel il n'avait pas voulu croire quand Morcerf essayait de le naturaliser en France. Non seulement il l'avait reconnu, mais aussi la cellule dans laquelle Morcerf avait été enfermé et qui, selon toute probabilité, était le logement des étrangers. Ces souvenirs, sur lesquels, au reste, Danglars s'étendait avec une certaine joie, lui rendaient la tranquillité. Du moment où il ne l'avait pas tué tout de suite, les bandits n'avaient pas l'intention de le tuer du tout. On l'avait arrêté pour le voler. Et comme il n'avait sur lui que quelques louis, on le rançonnerait. Il se rappela que Morcerf avait été taxé à quelque chose comme 4000 écus. Comme il s'accordait une apparence beaucoup plus importante que Morcerf, il fixa lui-même dans son esprit sa rançon à 8000 écus. 8000 écus faisaient 48 000 livres. Il lui resterait encore quelque chose comme 5 050 000 francs. Avec cela, on se tire d'affaire partout. Donc, à peu près certain de se tirer d'affaire, attendu qu'il n'y a pas d'exemple qu'on n'ait jamais taxé un homme à 5 050 000 livres, Danglars s'étendit sur son lit, où, après s'être retourné 2 ou 3 fois, il s'endormit avec la tranquillité du héros dont Luigi Vampa étudiait l'histoire. Chapitre 117. La carte de Luigi Vampa. À tout sommeil qui n'est pas celui que redoutait Danglars, il y a un réveil. Danglars se réveilla. Pour un Parisien habitué aux rideaux de soie, aux parois veloutées des murailles, au parfum qui monte du bois blanchissant dans la cheminée et qui descend des voûtes de satin, le réveil dans une grotte de pierre crayeuse doit être comme un rêve de mauvais aloi. En touchant ses courtines de peau de bouc, Danglars devait croire qu'il rêvait Samoyède ou Lapon. Mais en pareille circonstance, une seconde suffit pour changer le doute le plus robuste en certitude. Oui, oui, murmura-t-il, je suis aux mains des bandits dont nous a parlé Albert de Morcerf. Son premier mouvement fut de respirer, afin de s'assurer qu'il n'était pas blessé. C'était un moyen qu'il avait trouvé dans Don Quichotte, le seul livre, non pas qu'il eût lu, mais dont il eût retenu quelque chose. Non, dit-il, ils ne m'ont pas tué ni blessé, mais ils m'ont volé peut-être. Et il porta vivement ses mains à ses poches. Elles étaient intactes. Les 100 louis qu'il s'était réservés pour faire son voyage de Rome à Venise étaient bien dans la poche de son pantalon, et le portefeuille dans lequel se trouvait la lettre de crédit de 5 050 000 francs était bien dans la poche de sa redingote. Singuliers bandits, se dit-il, qui m'ont laissé ma bourse et mon portefeuille. Comme je le disais hier en me couchant, ils vont me mettre en rançon. Tiens, j'ai aussi ma montre. Voyons un peu, quelle heure il est? La montre de Danglars, chef-d'œuvre de Breguet, qu'il avait remonté avec soin la veille avant de se mettre en route, sonna 5h30 du matin. Sans elle, Danglars fut resté complètement incertain sur l'heure, le jour ne pénétrant pas dans sa cellule. Fallait-il provoquer une explication des bandits? Fallait-il attendre patiemment qu'ils la demandassent? La dernière alternative était la plus prudente. Danglars attendit. Il attendit jusqu'à midi. Pendant tout ce temps, une sentinelle avait veillé à sa porte. À 8 heures du matin, la sentinelle avait été relevée. Il avait alors pris à Danglars l'envie de voir par qui il était gardé. Il avait remarqué que des rayons de lumière, non pas de jour, mais de lampes, filtraient à travers les
et de la porte mal jointe. Il s'approcha d'une de ces ouvertures, au moment juste où le bandit buvait quelques gorgées d'eau-de-vie, lesquelles, grâce à l'outre de peau qui les contenait, répandaient une odeur qui répugna fort à Danglars. Pouah! Fit-il en reculant jusqu'au fond de sa cellule. À midi, l'homme à l'eau-de-vie fut remplacé par un autre factionnaire. Danglars eut la curiosité de voir son nouveau gardien. Il s'approcha de nouveau de la jointure. Celui-là était un athlétique bandit, un Goliath aux gros yeux, aux lèvres épaisses, au nez écrasé. Sa chevelure rousse pendait sur ses épaules en mèches tordues comme des couleuvres. Oh oh! Dit Danglars. Celui-ci ressemble plus à un ogre qu'à une créature humaine. En tout cas, je suis vieux et assez coriace. Gros blanc, pas bon à manger. Comme on voit, Danglars avait encore l'esprit assez présent pour plaisanter. Au même instant, comme pour lui donner la preuve qu'il n'était pas un ogre, son gardien s'assit en face de la porte de sa cellule, tira de son bissac du pain noir, des oignons et du fromage, qui se mit incontinent à dévorer. Le diable m'emporte, dit Danglars en jetant à travers les fentes de sa porte un coup d'œil sur le dîner du bandit. Le diable m'emporte si je comprends comment on peut manger de pareilles ordures. Et il alla s'asseoir sur ses peaux de bouc, qui lui rappelaient l'odeur de l'eau-de-vie de la première sentinelle. Mais Danglars avait beau faire, et les secrets de la nature sont incompréhensibles, il y a bien de l'éloquence dans certaines invitations matérielles qu'adressent les plus grossières substances aux estomacs à jeun. Danglars sentit soudain que le sien n'avait pas de fond en ce moment. Il vit l'homme moins laid, le pain moins noir, le fromage plus frais. Enfin, ces oignons crus, affreuse alimentation du sauvage, lui rappelèrent certaines sauces Robert et certains mirotons que son cuisinier exécutait d'une façon supérieure. Lorsque Danglars lui disait: «Monsieur Denisot, faites-moi pour aujourd'hui un bon petit plat canaille», il se leva et alla frapper à la porte. Le bandit leva la tête. Danglars vit qu'il était étendu et redoubla. «Che cosa?» demanda le bandit. Dites donc, l'ami!» fit Danglars en tambourinant avec ses doigts contre sa porte. «Il me semble qu'il serait temps que l'on songeât à me nourrir aussi, moi!» Mais soit qu'il ne comprit pas, soit qu'il n'eût pas d'ordre à l'endroit de la nourriture de Danglars, le géant se remit à dîner. Danglars sentit sa fierté humiliée, et ne voulant pas davantage se commettre avec cette brute, il se recoucha sur ses peaux de bouc et ne souffla plus le mot. 4 heures s'écoulèrent. Le géant fut remplacé par un autre bandit. Danglars, qui éprouvait d'affreux tiraillements d'estomac, se leva doucement, appliqua des réchefs son œil aux fentes de la porte, et reconnut la figure intelligente de son guide. C'était en effet Peppino, qui se préparait à monter la garde la plus douce possible, en s'asseyant en face de la porte et en posant entre ses deux jambes une casserole de terre, laquelle contenait, chaud et parfumé, des pois chiches fricassés au lard. Près de ces pois chiches, Peppino posa encore un joli petit panier de raisins de Velletri et un fiasco de vin d'Orvieto. Décidément, Peppino était un gourmet. En voyant ces préparatifs gastronomiques, l'eau vint à la bouche de Danglars. «Ah ah!» dit le prisonnier, voyons un peu si celui-ci sera plus traitable que l'autre. Et il frappa gentiment à la porte. «On y va!» dit le bandit, qui, en fréquentant la maison de maître Pastrini, avait fini par apprendre le français jusque dans ses idiotismes. Et en effet, il vint ouvrir. Danglars le reconnut pour celui qu'il avait vu crier d'une si furieuse manière: «Rentrez la tête!» Mais ce n'était pas l'heure des récriminations. Il prit au contraire sa figure la plus agréable, avec un sourire gracieux. «Pardon, monsieur», dit-il, «mais est-ce qu'on ne me donnera pas à dîner, à moi aussi?» «Comment donc?» s'écria Peppino. «Votre Excellence aurait-elle faim par hasard?» «Par hasard est charmant», murmura Danglars. «Il y a juste 24 heures que je n'ai mangé. Mais oui, monsieur», ajouta-t-il en haussant la voix, «j'ai faim, et même assez faim». «Et votre Excellence veut manger?» «À l'instant même, si c'est possible». «Rien de plus aisé», dit Peppino. «Ici,
L'on se procure tout ce que l'on désire en payant, bien entendu, comme cela se fait chez tous les honnêtes chrétiens. Cela va sans dire, s'écria Danglars. Quoi qu'en vérité, les gens qui vous arrêtent et qui vous emprisonnent devraient au moins nourrir leurs prisonniers. Ah, Excellence, reprit Peppino, ce n'est pas l'usage. C'est une assez mauvaise raison, reprit Danglars, qui comptait amadouer son gardien par son amabilité. Et cependant, je m'en contente. Voyons, qu'on me serve à manger. À l'instant même, Excellence. Que désirez-vous? Et Peppino posa son écuelle à terre de telle façon que la fumée en monta directement aux narines de Danglars. Commandez, dit-il. Vous avez donc des cuisines ici? Demanda le banquier. Comment? Si nous avons des cuisines parfaites. Et des cuisiniers. Excellent. Eh bien, un poulet, un poisson, du gibier, n'importe quoi, pourvu que je mange. Comme il plaira à votre Excellence, nous disons un poulet, n'est-ce pas? Oui, un poulet. Peppino, se redressant, cria de tous ses poumons. Un poulet pour son Excellence! La voix de Peppino vibrait encore sous les voûtes que déjà paraissait un jeune homme beau, svelte, et à moitié nu comme les porteurs de poissons antiques. Il apportait le poulet sur un plat d'argent, et le poulet tenait seul sur sa tête. On se croirait au café de Paris, murmura Danglars. Voilà, Excellence, dit Peppino en prenant le poulet des mains du jeune bandit et en le posant sur la table vermoulue qui faisait, avec un escabeau et le lit de peau de bouc, la totalité de l'ameublement de la cellule. Danglars demanda un couteau et une fourchette. Voilà, Excellence, dit Peppino en offrant un petit couteau à la pointe émoussée et une fourchette de bois. Danglars prit le couteau d'une main, la fourchette de l'autre et se mit en devoir de découper la volaille. Pardon, Excellence, dit Peppino en posant une main sur l'épaule du banquier. Ici, on paye avant de manger. On pourrait n'être pas content en sortant. Ah, ah, fit Danglars. Ce n'est plus comme à Paris, sans compter qu'ils vont m'écorcher probablement. Mais faisons les choses grandement. Voyons, j'ai toujours entendu parler du bon marché de la vie en Italie. Un poulet doit valoir 12 sous à Rome. Voilà, dit-il, et il jeta un louis à Peppino. Peppino ramassa le louis. Danglars approcha le couteau du poulet. Un moment, Excellence, dit Peppino en se relevant. Un moment. Votre Excellence me redoit encore quelque chose. Quand je disais qu'il m'écorcherait, murmura Danglars. Puis résolu de prendre son parti de cette extorsion. Voyons, combien vous redoit-on pour cette volaille éthique demanda-t-il. Votre Excellence a donné 1 louis d'acompte. 1 louis d'acompte sur un poulet. Sans doute. D'acompte. Bien, allez, allez. Ce n'est plus que 4999 louis que votre Excellence me redoit. Danglars ouvrit des yeux énormes à l'énoncé de cette gigantesque plaisanterie. Ah, très drôle, murmura-t-il. En vérité, très drôle. Et il voulut se remettre à découper le poulet. Mais Peppino lui arrêta la main droite avec la main gauche et tendit son autre main. Allons, dit-il. Quoi? Vous ne riez point? Dit Danglars. Nous ne rions jamais, Excellence, reprit Peppino sérieux comme un quaker. Comment? 100 000 francs ce poulet? Excellence, c'est incroyable, comme on a de la peine à élever la volaille dans ces maudites grottes. Allons, allons, dit Danglars, je trouve cela très bouffon, très divertissant en vérité. Mais comme j'ai faim, laissez-moi manger. Tenez, voilà un autre louis pour vous, mon ami. Alors, cela ne fera plus que 4998 louis, dit Peppino, conservant le même sang-froid. Avec de la patience, nous y viendrons. Oh! Quant à cela, dit Danglars, révolté de cette persévérance à le railler, quant à cela, jamais! Allez au diable! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire! Peppino fit un signe. Le jeune garçon allongea les 2 mains et enleva prestement le poulet. Danglars se jeta sur son lit de peau de bouc. Peppino referma la porte et se remit à manger ses pois au lard. Danglars ne pouvait voir ce que faisait Peppino,
Mais le claquement des dents du bandit ne devait laisser au prisonnier aucun doute sur l'exercice auquel il se livrait. Il était clair qu'il mangeait, même qu'il mangeait bruyamment, et comme un homme mal élevé. Butard, dit Danglars. Peppino fit semblant de ne pas entendre, mais sans même tourner la tête, continua de manger avec une sage lenteur. L'estomac de Danglars lui semblait à lui-même percé comme le tonneau des Danaïdes. Il ne pouvait croire qu'il parviendrait à le remplir jamais. Cependant, il prit patience une demi-heure encore, mais il est juste de dire que cette demi-heure lui parut un siècle. Il se leva et alla de nouveau à la porte. Voyons, messieurs, dit-il, ne me faites pas languir plus longtemps et dites-moi tout de suite ce que l'on veut de moi. Mais, Excellence, dites plutôt ce que vous voulez de nous. Donnez vos ordres et nous les exécuterons. Alors ouvrez-moi d'abord. Peppino ouvrit. Je veux, dit Danglars. Pardieu, je veux manger. Vous avez faim. Et vous savez le reste. Que désire manger votre Excellence? Un morceau de pain sec, puisque les poulets sont hors de prix dans ces maudites caves. Du pain? Soit, dit Peppino. Voilà, du pain, cria-t-il. Le jeune garçon emporta un petit pain. Voilà, dit Peppino. Combien? Demanda Danglars. 4 998 louis. Il y a 2 louis payés d'avance. Comment? Un pain 100 000 francs? 100 000 francs? Dit Peppino. Mais vous ne demandiez que 100 000 francs pour un poulet. Nous ne servons pas à la carte, mais à prix fixe. Quand on mange peu, quand on mange beaucoup, quand on demande 10 plats ou un seul, c'est toujours le même chiffre. Encore cette plaisanterie, mon cher ami, je vous déclare que c'est absurde, que c'est stupide. Dites-moi tout de suite que vous voulez que je meure de faim, ce sera plutôt fait. Mais non, Excellence, c'est vous qui voulez vous suicider. Payez et mangez. Avec quoi payer, triple animal? Dit Danglars exaspéré. Est-ce que tu crois qu'on a 100 000 francs dans sa poche? Vous avez 5 50 000 francs dans la vôtre, Excellence, dit Peppino. Cela fait 50 poulets à 100 000 francs et un demi-poulet à 50 000. Danglars frissonna. Le bandeau lui tomba des yeux. C'était bien toujours une plaisanterie, mais il la comprenait enfin. Il est même juste de dire qu'il ne la trouvait plus aussi plate que l'instant d'avant. Voyons, dit-il, voyons, en donnant ces 100 000 francs, me tiendrez-vous quitte au moins et pourrais-je manger tout à mon aise? Sans doute, dit Peppino. Mais comment les donner? Fit Danglars en respirant plus librement. Rien de plus facile. Vous avez un crédit ouvert chez Messieurs Thomson and French, Via del Bianchi, à Rome. Donnez-moi un bon de 4 998 louis sur ces messieurs. Notre banquier nous le prendra. Danglars voulut au moins se donner le mérite de la bonne volonté. Il prit la plume et le papier que lui présentait Peppino, écrivit la cédule et signa. Tenez, dit-il, voilà votre bon au porteur. Et vous, voici votre poulet. Danglars découpa la volaille en soupirant. Elle lui paraissait bien maigre pour une si grosse somme. Quant à Peppino, il lut attentivement le papier, le mit dans sa poche, et continua de manger ses pois chiches. Chapitre 118. Le pardon. Le lendemain, Danglars eut encore faim. L'air de cette caverne était on ne peut plus apéritif. Le prisonnier crut que pour ce jour-là, il n'aurait aucune dépense à faire. En homme et comme homme, il avait caché la moitié de son poulet et un morceau de son pain dans le coin de sa cellule. Mais il n'eut pas plutôt mangé qu'il eut soif. Il n'avait pas compté là-dessus. Il lutta contre la soif jusqu'au moment où il sentit sa langue s'attacher à son palais. Alors, ne pouvant plus résister au feu qui le dévorait, il appela. La sentinelle ouvrit la porte. C'était un nouveau visage. Il pensa que mieux valait pour lui avoir affaire à une ancienne connaissance. Il appela Peppino. « Me voici, Excellence, » dit le bandit en se présentant avec un empressement qui parut de bon augure à Danglars. « Que désirez-vous? »« À boire, » dit le prisonnier. « Excellence, » dit Peppino, « vous savez que le vin
est hors de prix dans les environs de Rome. Donnez-moi de l'eau alors, dit Danglars cherchant à parer la botte. Oh, Excellence, l'eau est plus rare que le vin. Il fait une si grande sécheresse. Allons, dit Danglars, nous allons recommencer à ce qu'il paraît. Et tout en souriant pour avoir l'air de plaisanter, le malheureux sentait la sueur mouiller ses tempes. Eh bien, mon ami, dit Danglars, voyant que Pépineau demeurait impassible, je vous demande un verre de vin. Me le refusez-vous? Je vous ai déjà dit, Excellence, répondit gravement Pépineau, que nous ne vendions pas au détail. Eh bien, voyons alors, donnez-moi une bouteille. Duquel? Du moins cher. Ils sont tous du même prix. Et quel prix? 25 000 francs la bouteille. Dites! S'écria Danglars avec une amertume qu'Harpagon seul eût pu noter dans le diapason de la voix humaine. Dites que vous voulez me dépouiller! Ce sera plutôt fait que de me dévorer ainsi lambeau par lambeau. Il est possible, dit Peppino, que ce soit là le projet du maître. Le maître? Qui est-il donc? Celui auquel on vous a conduit avant-hier. Et où est-il? Ici. Faites que je le voie. C'est facile. L'instant d'après, Luigi Vampa était devant Danglars. Vous m'appelez? Demanda-t-il au prisonnier. C'est vous, monsieur, qui êtes le chef des personnes qui m'ont amené ici. Oui, Excellence. Et après? Que désirez-vous de moi pour rançon? Parlez. Bah, tout simplement les 5 millions que vous portez sur vous. Danglars sentit un effroyable spasme, lui broyer le cœur. Je, je n'ai que cela au monde, monsieur. C'est le reste d'une immense fortune. Si vous me l'ôtez, ôtez-moi la vie. Il nous est défendu de verser votre sang, Excellence. Et par qui cela vous est-il défendu? Par celui auquel nous obéissons. Vous obéissez donc à quelqu'un? Oui, à un chef. Je croyais que vous étiez vous-même le chef. Je suis le chef de ces hommes. Mais un autre homme est mon chef à moi. Et ces chefs obéit-il à quelqu'un? Oui. À qui? À Dieu. Danglars resta un instant pensif. Je ne vous comprends pas, dit-il. Et c'est possible. Et ce chef qui vous a dit de me traiter ainsi? Oui. Quel est son but? Mais je n'en sais rien. Mais ma bourse s'épuisera. C'est probable. Voyons, dit Danglars. Voulez-vous 1 million? Non. 2 millions? Non. 3 millions? 4? Voyons, 4. Je vous les donne à la condition que vous me laisserez aller. Pourquoi nous offrez-vous 4 millions de ce qui en vaut 5? Dit Vampa. C'est de l'usure, cela, seigneur banquier. Ou je ne m'y connais pas. Prenez tout, vous dis-je, s'écria Danglars. Et tuez-moi! Allons, allons, calmez-vous, Excellence, vous allez vous fouetter les sangs, ce qui vous donnera un appétit à manger 1 million par jour. Soyez donc plus économe, morbleu. Mais quand je n'aurai plus d'argent pour vous payer, s'écria Danglars exaspéré. Et alors vous aurez faim. J'aurai faim? Dit Danglars blêmissant. C'est probable, répondit flegmatiquement Vampa. Mais dites que vous ne voulez pas me tuer? Non. Et vous voulez me laisser mourir de faim? Ce n'est pas la même chose. Eh bien, misérable! S'écria Danglars. Je déjouerai vos infâmes calculs. Mourir pour mourir, j'aime autant en finir tout de suite. Faites-moi souffrir, torturez-moi, tuez-moi, mais vous n'aurez plus ma signature. Comme il vous plaira, Excellence, comme il vous plaira, dit Vampa. Et il sortit de la cellule. Danglars se jeta en rugissant sur ses peaux de bouc. Quels étaient ces hommes? Quel était ce chef visible? Quel était ce chef invisible? Quel projet poursuivait-il donc sur lui? Et quand tout le monde pouvait se racheter, pourquoi lui seul ne le pouvait-il pas? Ah, certes, la mort, une mort prompte et violente,
était un bon moyen de tromper ses ennemis acharnés, qui semblaient poursuivre sur lui une incompréhensible vengeance. Oui, mais mourir? Pour la première fois peut-être de sa carrière si longue, Danglars songeait à la mort, avec le désir et la crainte tout à la fois de mourir. Mais le moment était venu pour lui d'arrêter sa vue sur le spectre implacable qui vit au-dessus et au-dedans de toute créature, et qui, à chaque pulsation du cœur, dit à lui-même: Tu mourras. Danglars ressemblait à ces bêtes fauves que la chasse anime, puis qu'elle désespère, et qui, à force de désespoir, réussissent parfois à se sauver. Danglars songea à une évasion. Mais les murs étaient le roc lui-même. Mais à la seule issue qui conduisait hors de la cellule, un homme lisait. Derrière cet homme, on voyait passer et repasser des ombres armées de fusils. Sa résolution de ne pas signer dura 2 jours, après quoi il demanda des aliments et offrit 1 million. On lui servit un magnifique souper, et on prit son million. Dès lors, la vie du malheureux prisonnier fut une divagation perpétuelle. Il avait tant souffert qu'il ne voulait plus s'exposer à souffrir, et subissait toutes les exigences. Au bout de 12 jours, un après-midi qu'il avait dîné comme en ses beaux jours de fortune, il fit ses comptes et s'aperçut qu'il avait tant donné de traites au porteur qu'il ne lui restait plus que 50 000 francs. Alors il se fit en lui une réaction étrange. Lui qui venait d'abandonner 5 millions, il essaya de sauver les 50 000 francs qui lui restaient. Plutôt que de donner ces 50 000 francs, il se résolut de reprendre une vie de privation. Il eut des lueurs d'espoir qui touchaient à la folie. Lui qui depuis si longtemps avait oublié Dieu, il y songea pour se dire que Dieu parfois avait fait des miracles, que la caverne pouvait s'abîmer, que les carabiniers pontificaux pouvaient découvrir cette retraite maudite et venir à son secours, qu'alors il lui resterait 50 000 francs, que 50 000 francs était une somme suffisante pour empêcher un homme de mourir de faim. Il pria Dieu de lui conserver ces 50 000 francs, et en priant, il pleura. 3 jours se passèrent ainsi, pendant lesquels le nom de Dieu fut constamment, sinon dans son cœur, du moins sur ses lèvres. Par intervalles, il avait des instants de délire pendant lesquels il croyait, à travers les fenêtres, voir dans une pauvre chambre un vieillard agonisant sur un grabat. Ce vieillard, lui aussi, mourait de faim. Le 4e jour, ce n'était plus un homme, c'était un cadavre vivant. Il avait ramassé à terre jusqu'aux dernières miettes de ses anciens repas et commençait à dévorer la nappe dont le sol était couvert. Alors il supplia Peppino, comme on supplie son ange gardien de lui donner quelque nourriture. Il lui offrit 1 000 francs d'une bouchée de pain. Peppino ne répondit pas. Le 5e jour, il se traîna à l'entrée de la cellule. « Mais vous n'êtes donc pas un chrétien ?» dit-il en se redressant sur les genoux. « Vous voulez assassiner un homme qui est votre frère devant Dieu. Ah, mes amis d'autrefois, mes amis d'autrefois, murmura-t-il, et il tomba la face contre terre. Puis, se relevant avec une espèce de désespoir, « Le chef !» cria-t-il. « Le chef !» Mais voilà, dit Vampa, paraissant tout à coup. Que désirez-vous encore? Prenez mon dernier or, balbutia Danglars en tendant son portefeuille, et laissez-moi vivre ici, dans cette caverne. Je ne demande plus la liberté, je ne demande qu'à vivre. Vous souffrez donc bien? Demanda Vampa. Oh oui, je souffre, et cruellement. Il y a cependant des hommes qui ont encore plus souffert que vous. Je ne crois pas. Si fait, ceux qui sont morts de faim. Danglars songea à ce vieillard que pendant ces heures d'hallucination il voyait, à travers les fenêtres de sa pauvre chambre, gémir sur son lit. Il frappa du front la terre en poussant un gémissement. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont plus souffert encore que moi, mais au moins ceux-là, c'étaient des martyrs. Vous repentez-vous au moins, dit une voix sombre et solennelle, qui fit dresser les cheveux sur la tête de Danglars.
Son regard affaibli essaya de distinguer les objets et il vit, derrière le bandit, un homme enveloppé d'un manteau et perdu dans l'ombre d'un pilastre de pierre. De quoi faut-il que je me repente balbutia Danglars. Du mal que vous avez fait, dit la même voix. Oui, oui, je me repens s'écria Danglars, et il frappa sa poitrine de son poing amaigri. Alors, je vous pardonne, dit l'homme en jetant son manteau et en faisant un pas pour se placer dans la lumière. Le comte de Monte Cristo dit Danglars, plus pâle de terreur qu'il ne l'était un instant auparavant de faim et de misère. Vous vous trompez. Je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Et qui êtes-vous donc? Je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont vous avez prostitué la fiancée. Je suis celui sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu'à la fortune. Je suis celui dont vous avez fait mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim et qui cependant vous pardonne, parce qu'il a besoin lui-même d'être pardonné. Je suis Edmond Dantès. Danglars ne poussa qu'un cri et tomba, prosterné. Relevez-vous, dit le comte. Vous avez la vie sauve. Pareille fortune n'est pas arrivée à vos deux autres complices. L'un est fou, l'autre est mort. Gardez les 50 000 francs qui vous restent. Je vous en fais don. Quant à vos 5 millions volés aux hospices, ils leur sont déjà restitués par une main inconnue. Maintenant, mangez et buvez. Ce soir, je vous fais mon hôte. Vampa, quand cet homme sera rassasié, il sera libre. Danglars demeura prosterné, tandis que le comte s'éloignait. Lorsqu'il releva la tête, il ne vit plus qu'une espèce d'ombre qui disparaissait dans le corridor, et devant laquelle s'inclinaient les bandits. Comme l'avait ordonné le comte, Danglars fut servi par Vampa, qui lui fit apporter le meilleur vin et les plus beaux fruits de l'Italie, et qui, l'ayant fait monter dans sa chaise de poste, l'abandonna sur la route, adossé à un arbre. Il y resta jusqu'au jour, ignorant où il était. Au jour, il s'aperçut qu'il était près d'un ruisseau. Il avait soif, il se traîna jusque-là. En se baissant pour y boire, il s'aperçut que ses cheveux étaient devenus blancs. Chapitre 119. Le 5 octobre. C'était sur les 6 heures du soir, un jour couleur d'opale, dans lequel un beau soleil d'automne infiltrait ses rayons d'or, tombait du ciel sur la mer bleuâtre. La chaleur du jour s'était éteinte graduellement, et l'on commençait à sentir cette légère brise qui semble la respiration de la nature se réveillant après la sieste brûlante du midi. Souffle délicieux qui rafraîchit les côtes de la Méditerranée et qui porte de rivage en rivage le parfum des arbres, mêlé à l'âcre senteur de la mer. Sur cet immense lac qui s'étend de Gibraltar aux Dardanelles et de Tunis à Venise, un léger yacht pur et élégant de forme glissait dans les premières vapeurs du soir. Son mouvement était celui du cygne qui ouvre ses ailes au vent et qui semble glisser sur l'eau. Il s'avançait rapide et gracieux à la fois, et laissant derrière lui un sillon phosphorescent. Peu à peu, le soleil dont nous avons salué les derniers rayons avait disparu à l'horizon occidental. Mais comme pour donner raison aux rêves brillants de la mythologie, ces feux indiscrets, reparaissant au sommet de chaque vague, semblaient révéler que le dieu de flamme venait de se cacher au sein d'Amphitrite, qui essayait en vain de cacher son amant dans les plis de son manteau azuré.
Le yacht avançait rapidement, quoique, en apparence, il eut à peine assez de vent pour faire flotter la chevelure bouclée d'une jeune fille. Debout sur la proue, un homme de haute taille, au teint de bronze, à l'œil dilaté, voyait venir à lui la terre sous la forme d'une masse sombre, disposée en cône, et sortant du milieu des flots comme un immense chapeau de Catalan. Est-ce là Monte Cristo? Demanda d'une voix grave et empreinte d'une profonde tristesse le voyageur aux ordres duquel le petit yacht semblait être momentanément soumis. Oui, Excellence, répondit le patron. Nous arrivons. Nous arrivons, murmura le voyageur avec un indéfinissable accent de mélancolie. Puis il ajouta à voix basse. Oui, ce sera là, le port. Et il se replongea dans sa pensée, qui se traduisait par un sourire plus triste que ne l'eussent été des larmes. Quelques minutes après, on aperçut à terre la lueur d'une flamme qui s'éteignit aussitôt, et le bruit d'une arme à feu arriva jusqu'au yacht. Excellence, dit le patron, voici le signal de terre. Voulez-vous y répondre vous-même? Quel signal? Demanda celui-ci. Le patron étendit la main vers l'île au flanc de laquelle montait, isolé et blanchâtre, un large flocon de fumée qui se déchirait en s'élargissant. Ah oui, dit-il comme sortant d'un rêve. Donnez. Le patron lui tendit une carabine toute chargée. Le voyageur la prit, la leva lentement et fit feu en l'air. 10 minutes après, on carguait les voiles et l'on jetait l'ancre à 500 pas d'un petit port. Le canot était déjà à la mer avec 4 rameurs et le pilote. Le voyageur descendit et au lieu de s'asseoir à la poupe, garni pour lui d'un tapis bleu, se tint debout et les bras croisés. Les rameurs attendaient, leurs avirons à demi levés, comme des oiseaux qui font sécher leurs ailes. Allez, dit le voyageur. Les 8 rames retombèrent à la mer d'un seul coup et sans faire jaillir une goutte d'eau. Puis la barque, cédant à l'impulsion, glissa rapidement. En un instant, on fut dans une petite anse formée par une échancrure naturelle. La barque toucha sur un fond de sable fin. Excellence, dit le pilote, montez sur les épaules de 2 de nos hommes. Ils vous porteront à terre. Le jeune homme répondit à cette invitation par un geste de complainte indifférente, dégagea ses jambes de la barque et se laissa glisser dans l'eau qui lui monta jusqu'à la ceinture. Ah, Excellence, murmura le pilote, c'est mal ce que vous faites là et vous nous ferez gronder par le maître. Le jeune homme continua d'avancer vers le rivage, suivant 2 matelots qui choisissaient le meilleur fond. Au bout d'une trentaine de pas, on avait abordé. Le jeune homme secouait ses pieds sur un terrain sec, cherchait des yeux autour de lui le chemin probable qu'on allait lui indiquer car il faisait tout à fait nuit. Au moment où il tournait la tête, une main se posait sur son épaule et une voix le fit tressaillir. Bonjour Maximilien, disait cette voix. Vous êtes exact. Merci. C'est vous, comte, s'écria le jeune homme avec un mouvement qui ressemblait à de la joie, et en serrant de ses 2 mains la main de Monte Cristo. Oui, vous le voyez, aussi exact que vous. Mais vous êtes ruisselant, mon cher ami. Il faut vous changer, comme dirait Calypso à Télémaque. Non. Venez donc, il y a par ici une habitation toute préparée pour vous, et dans laquelle vous oublierez fatigues et froid. Monte Cristo s'aperçut que Morrel se retournait. Il attendit. Le jeune homme, en effet, voyait avec surprise que pas un mot n'avait été prononcé par ceux qui l'avaient amené, qu'il ne les avait pas payés, et que cependant ils étaient partis. On entendait même, déjà, le battement des avirons de la barque qui retournait vers le petit yacht. Ah, oui, dit le comte, vous cherchez vos matelots. Sans doute, je ne leur ai rien donné, cependant ils sont partis. Ne vous occupez point de cela, Maximilien, dit en riant Monte Cristo. J'ai un marché avec la marine pour que l'accès de mon île soit franc de tout droit de charroi et de voyage.
Je suis abonné, comme on dit dans les pays civilisés. Morel regarda le comte avec étonnement. Comte, lui dit-il, vous n'êtes plus le même homme qu'à Paris. Comment cela? Oui, ici vous riez. Le front de Monte Cristo s'assombrit tout à coup. Vous avez raison de me rappeler à moi-même, Maximilien, dit-il. Vous revoir était un bonheur pour moi, et j'oublie que tout bonheur est passager. Oh non, non, comte, s'écria Morel en saisissant de nouveau les deux mains de son ami. Riez au contraire, soyez heureux, vous, et prouvez-moi par votre indifférence que la vie n'est mauvaise qu'à ceux qui souffrent. Ah, vous êtes charitable, vous êtes bon, vous êtes grand, mon ami, et c'est pour me donner du courage que vous affectez cette gaieté. Vous vous trompez, Morel, dit Monte Cristo. C'est qu'en effet j'étais heureux. Alors vous m'oubliez moi-même. Tant mieux. Comment cela? Oui, car vous le savez, ami, comme disait le gladiateur entrant dans le cirque au sublime empereur, je vous dis à vous, celui qui va mourir te salue. Vous n'êtes pas consolé, demanda Monte Cristo avec un regard étrange. Ah, fit Morel avec un regard plein d'amertume. Avez-vous cru réellement que je pouvais l'être? Écoutez, dit le comte, vous entendez bien le sens de mes paroles, n'est-ce pas, Maximilien? Vous ne me prenez pas pour un homme vulgaire, pour une crécelle qui émet des sons vagues et vides de sens. Quand je vous demande si vous êtes consolé, je vous parle en homme, pour qui le cœur humain n'a plus de secret. Eh bien, Morel, descendons ensemble au fond de votre cœur et sondons-le. Est-ce encore cette impatience fougueuse de douleur qui fait bondir le corps, comme bondit le lion piqué par le moustique? Est-ce toujours cette fois soif dévorante qui ne s'éteint que dans la tombe? Est-ce cette idéalité du regret qui lance le vivant hors de la vie à la poursuite du mort? Ou bien est-ce seulement la prostration du courage épuisé, l'ennui qui étouffe le rayon d'espoir qui voudrait luire? Est-ce la perte de la mémoire amenant l'impuissance des larmes? Oh, mon cher ami, si c'est cela, si vous ne pouvez plus pleurer, si vous croyez mort votre cœur engourdi, si vous n'avez plus de force qu'en Dieu, de regard que pour le ciel, ami, laissons de côté les mots trop étroits pour le sens que leur donne notre âme. Maximilien, vous êtes consolé. Ne vous plaignez plus. Comte, dit Morel de sa voix douce et ferme en même temps. Comte, écoutez-moi, comme on écoute un homme qui parle le doigt étendu vers la terre, les yeux levés au ciel. Je suis venu près de vous pour mourir dans les bras d'un ami. Certes, il est des gens que j'aime. J'aime ma sœur Julie, j'aime son mari Emmanuel, mais j'ai besoin qu'on m'ouvre des bras forts et qu'on me sourie à mes derniers instants. Ma sœur fondrait en larmes et s'évanouirait. Je la verrais souffrir, et j'ai assez souffert. Emmanuel m'arracherait l'arme des mains et remplirait la maison de ses cris. Vous, comte, dont j'ai la parole, vous qui êtes plus qu'un homme, vous que j'appellerais un dieu si vous n'étiez mortel, vous me conduirez doucement et avec tendresse, n'est-ce pas, jusqu'aux portes de la mort. Ami, dit le comte, il me reste encore un doute. Auriez-vous si peu de force que vous mettiez de l'orgueil à étaler votre douleur? Non, voyez, je suis simple, dit Morel en tendant la main au comte, et mon pouls ne bat ni plus fort ni plus lentement que d'habitude. Non, je me sens au bout de la route. Non, je n'irai pas plus loin. Vous m'avez parlé d'attendre et d'espérer. Savez-vous ce que vous avez fait, malheureux sage que vous êtes? J'ai attendu 1 mois, c'est-à-dire que j'ai souffert 1 mois. J'ai espéré. L'homme est une pauvre et misérable créature. J'ai espéré quoi? Je n'en sais rien. Quelque chose d'inconnu, d'absurde, d'insensé,
un miracle. Lequel? Dieu seul peut le dire. Lui qui a mêlé à notre raison cette folie que l'on nomme espérance. Oui, j'ai attendu. Oui, j'ai espéré, comte, et depuis un quart d'heure que nous parlons, vous m'avez 100 fois, sans le savoir, brisé, torturé le cœur, car chacune de vos paroles m'a prouvé qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Oh, comte, que je reposerai doucement et voluptueusement dans la mort. Morel prononça ces derniers mots avec une explosion d'énergie qui fit tressaillir le comte. Mon ami, continua Morel, voyant que le comte se taisait, vous m'avez désigné le 5 octobre comme le terme du sursis que vous me demandiez. Mon ami, c'est aujourd'hui le 5 octobre. Morel tira sa montre. Il est 9 heures. J'ai encore 3 heures à vivre. Soit, répondit Monte Cristo. Venez. Morel suivit machinalement le comte et ils étaient déjà dans la grotte que Maximilien ne s'en était pas encore aperçu. Il trouva des tapis sous ses pieds, une porte s'ouvrit, des parfums l'enveloppèrent, une vive lumière frappa ses yeux. Morel s'arrêta, hésitant à avancer. Il se défiait des énervantes délices qui l'entouraient. Monte Cristo l'attira doucement. Ne vous convient-il pas, dit-il, que nous employions les 3 heures qui nous restent comme ces anciens Romains qui, condamnés par Néron, leur empereur et leur héritier, se mettaient à table couronnés de fleurs et aspiraient la mort avec le parfum des héliotropes et des roses. Morel sourit. Comme vous voudrez, dit-il. La mort est toujours la mort, c'est-à-dire l'oubli, c'est-à-dire le repos, c'est-à-dire l'absence de la vie et par conséquence de la douleur. Il s'assit. Monte Cristo prit place en face de lui. On était dans cette merveilleuse salle à manger que nous avons déjà décrite, et où des statues de marbre portaient sur leurs têtes des corbeilles toujours pleines de fleurs et de fruits. Morel avait tout regardé vaguement, et il était probable qu'il n'avait rien vu. Causons en homme, dit-il en regardant fixement le comte. Parlez, répondit celui-ci. Comte, reprit Morel, vous êtes le résumé de toutes les connaissances humaines, et vous me faites l'effet d'être descendu d'un monde plus avancé et plus savant que le nôtre. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, Morel, dit le comte avec ce sourire mélancolique qui le rendait si beau. Je suis descendu d'une planète qu'on appelle la douleur. Je crois tout ce que vous me dites sans chercher à en approfondir le sens, comte. Et la preuve, c'est que vous m'avez dit de vivre et que j'ai vécu. C'est que vous m'avez dit d'espérer et que j'ai presque espéré. J'oserais donc vous dire, comte, comme si vous étiez déjà mort une fois, comte, cela fait-il bien mal? Monte Cristo regardait Morel avec une indéfinissable expression de tendresse. Oui, dit-il. Oui, sans doute. Cela fait bien mal. Si vous brisez brutalement cette enveloppe mortelle qui demande obstinément à vivre. Si vous faites crier votre chair sous les dents imperceptibles d'un poignard. Si vous trouez d'une balle inintelligente et toujours prête à s'égarer dans sa route votre cerveau, que le moindre choc endolorit. Certes, vous souffrirez, et vous quitterez odieusement la vie, la trouvant au milieu de votre agonie désespérée meilleure qu'un repos acheté si cher. Oui, je comprends, dit Morel. La mort comme la vie a ses secrets de douleur et de volupté. Le tout est de les connaître. Justement, Maximilien, et vous venez de dire le grand mot. La mort est, selon le soin que nous prenons de nous mettre bien ou mal avec elle, ou une amie qui nous berce aussi doucement qu'une nourrice, ou une ennemie qui nous arrache violemment l'âme du corps. Un jour, quand notre monde aura vécu encore 1 millier d'années, quand on se sera rendu maître de toutes les forces destructives
de la nature pour les faire servir au bien-être général de l'humanité. Quand l'homme saura, comme vous le disiez tout à l'heure, les secrets de la mort deviendra aussi douce et aussi voluptueuse que le sommeil, goûté au bras de notre bien-aimé. Et si vous vouliez mourir, comte, vous sauriez mourir ainsi, vous? Oui. Morel lui tendit la main. Je comprends maintenant, dit-il, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, dans cette île désolée, au milieu d'un océan, dans ce palais souterrain, sépulcre, à faire envie à un pharaon. C'est que vous m'aimez, n'est-ce pas, comte? C'est que vous m'aimez assez pour me donner une de ces morts dont vous me parliez tout à l'heure. Une mort sans agonie. Une mort qui me permette de m'éteindre en prononçant le nom de Valentine et en vous serrant la main. Oui, vous avez deviné juste, Morel, dit le comte, avec simplicité. Et c'est ainsi que je l'entends. Merci. L'idée que demain je ne sourirai plus est suave à mon cœur. Ne regrettez-vous rien? Demanda Monte Cristo. Non, répondit Morel. Pas même moi, demanda le comte avec une émotion profonde. Morel s'arrêta. Son œil si pur se ternit tout à coup, puis brilla d'un éclat inaccoutumé. Une grosse larme en jaillit et roula, creusant un sillon d'argent sur sa joue. Quoi? Dit le comte. Il vous reste un regret de la terre, et vous mourrez. Oh, je vous en supplie, s'écria Morel d'une voix affaiblie. Plus un mot, comte. Ne prolongez pas mon supplice. Le comte crut que Morel faiblissait. Cette croyance d'un instant ressuscita en lui l'horrible doute déjà terrassé une fois au château d'If. Je m'occupe, pensa-t-il, de rendre cet homme au bonheur. Je regarde cette restitution comme un poids jeté dans la balance en regard du plateau où j'ai laissé tomber le mal. Maintenant, si je me trompais, si cet homme n'était pas assez malheureux pour mériter le bonheur. Hélas, qu'arriverait-il de moi qui ne puis oublier le mal qu'en me retraçant le bien? Écoutez, Morel, dit-il, votre douleur est immense, je le vois, mais cependant vous croyez en Dieu, et vous ne voulez pas risquer le salut de votre âme. Morel sourit tristement. Comte, dit-il, vous savez que je ne fais pas de la poésie à froid, mais je vous le jure, mon âme n'est plus à moi. Écoutez, Morel, dit Monte Cristo, je n'ai aucun parent au monde. Vous le savez. Je me suis habitué à vous regarder comme mon fils. Eh bien, pour sauver mon fils, je sacrifierai ma vie, à plus forte raison, ma fortune. Que voulez-vous dire? Je veux dire, Morel, que vous voulez quitter la vie parce que vous ne connaissez pas toutes les jouissances que la vie promet à une grande fortune. Morel, je possède près de 100 millions. Je vous les donne. Avec une pareille fortune, vous pouvez atteindre à tous les résultats que vous vous proposez. Êtes-vous ambitieux? Toutes les carrières vous seront ouvertes. Remuez le monde, changez-en la face. Livrez-vous à des pratiques insensées. Soyez criminel s'il le faut, mais vivez. Comte, j'ai votre parole, répondit froidement Morel. Et, ajouta-t-il en tirant sa montre, il est 11h30. Morel, y songez-vous, sous mes yeux, dans ma maison. Alors laissez-moi partir, dit Maximilien devenu sombre. Ou je croirai que vous ne m'aimez pas pour moi, mais pour vous. Et il se leva. C'est bien, dit Monte Cristo dont le visage s'éclaircit à ces paroles. Vous le voulez, Morel, et vous êtes inflexible. Oui, vous êtes profondément malheureux, et vous l'avez dit, un miracle seul pourrait vous guérir.
Asseyez-vous, Morel, et attendez. Morel obéit. Monte Cristo se leva à son tour et alla chercher dans une armoire soigneusement fermée, et dont il portait la clé suspendue à une chaîne d'or, un petit coffret d'argent merveilleusement sculpté et ciselé, dont les angles représentaient 4 figures cambrées, pareilles à ces cariatides aux élans désolés, figures de femmes, symboles d'anges qui aspirent au ciel. Il posa le coffret sur la table, puis, l'ouvrant, il en tira une petite boîte d'or dont le couvercle se levait par la pression d'un ressort secret. Cette boîte contenait une substance onctueuse à demi solide, dont la couleur était indéfinissable, grâce au reflet de l'or poli, des saphirs, des rubis et des émeraudes qui garnissaient la boîte. C'était comme un chatoiement d'azur, de pourpre et d'or. Le comte puisa une petite quantité de cette substance avec une cuillère de vermeil et l'offrit à Morel en attachant sur lui un long regard. On put voir alors que cette substance était verdâtre. Voilà ce que vous m'avez demandé, dit-il. Voilà ce que je vous ai promis. Vivante encore, dit le jeune homme, prenant la cuillère des mains de Monte Cristo. Je vous remercie du fond de mon cœur. Le comte prit une seconde cuillère et puisa une seconde fois dans la boîte d'or. Qu'allez-vous faire, ami? Demanda Morel en lui arrêtant la main. Ma foi, Morel, lui dit-il en souriant, je crois, Dieu me pardonne, que je suis aussi las de la vie que vous. Et puisque l'occasion s'en présente. Arrêtez! S'écria le jeune homme. Oh, vous qui m'aimez, vous qu'on aime, vous qui avez la foi et l'espérance, oh, ne faites pas ce que je vais faire. De votre part, ce serait un crime. Adieu, mon noble et généreux ami. Je vais dire à Valentine tout ce que vous avez fait pour moi. Et lentement, sans aucune hésitation qu'une pression de la main gauche qu'il tendait au comte, Morel avala, ou plutôt savoura la mystérieuse substance offerte par Monte Cristo. Alors, tous deux se turent. Ali, silencieux et attentif, apporta le tabac et les narguilés, servit le café et disparut. Peu à peu, les lampes pâlirent dans les mains des statues de marbre qui les soutenaient, et le parfum des cassolettes sembla moins pénétrant à Morel. Assis vis-à-vis de lui, Monte Cristo le regardait du fond de l'ombre, et Morel ne voyait briller que les yeux du comte. Une immense douleur s'empara du jeune homme. Il sentait le narguilé s'échapper de ses mains. Les objets perdaient insensiblement leur forme et leur couleur. Ses yeux troublés voyaient s'ouvrir comme des portes et des rideaux dans la muraille. Ami, dit-il, je sens que je meurs. Merci. Il fit un effort pour lui tendre une dernière fois la main, mais sa main sans force retomba près de lui. Alors, il lui sembla que Monte Cristo lui souriait. Non plus de son sourire étrange et effrayant qui plusieurs fois lui avait laissé entrevoir les mystères de cette âme profonde, mais avec la bienveillante compassion que les pères ont pour leurs petits enfants qui déraisonnent. En même temps que le comte grandissait à ses yeux, sa taille presque doublée se dessinait sur les tentures rouges. Il avait rejeté en arrière ses cheveux noirs, et il apparaissait debout et fier comme un de ces anges dont on menace les méchants au jour du jugement dernier. Morel, abattu, dompté, se renversa sur son fauteuil. Une torpeur veloutée s'insinua dans chacune de ses veines. Un changement d'idée meubla pour ainsi dire son front, comme une nouvelle disposition de dessin meuble le kaléidoscope. Couché, énervé, haletant, Morel ne sentait plus rien de vivant en lui que ce rêve. Il lui semblait entrer à pleine voile
dans le vague délire qui précède cet autre inconnu qu'on appelle la mort. Il essaya encore une fois de tendre la main au comte, mais cette fois sa main ne bougea même plus. Il voulut articuler un suprême adieu. Sa langue roula lourdement dans son gosier comme une pierre qui boucherait un sépulcre. Ses yeux chargés de langueur se fermèrent malgré lui. Cependant, derrière ses paupières s'agitait une image qu'il reconnut malgré cette obscurité dont il se croyait enveloppé. C'était le comte qui venait d'ouvrir une porte. Aussitôt, une immense clarté rayonnant dans une chambre voisine, ou plutôt dans un palais merveilleux, inonda la salle où Morel se laissait aller à sa douce agonie. Alors il vit venir au seuil de cette salle, et sur la limite des deux chambres, une femme d'une merveilleuse beauté. Pâle et doucement souriante, elle semblait l'ange de miséricorde conjurant l'ange des vengeances. Est-ce déjà le ciel qui s'ouvre pour moi? Pensa le mourant. Cet ange ressemble à celui que j'ai perdu. Monte Cristo montra du doigt à la jeune femme le sofa où reposait Morel. Elle s'avança vers lui, les mains jointes et le sourire sur les lèvres. Valentine, Valentine, cria Morel du fond de l'âme, mais sa bouche ne proféra point un son. Et comme si toutes ses forces étaient unies dans cette émotion intérieure, il poussa un soupir et ferma les yeux. Valentine se précipita vers lui. Les lèvres de Morel firent encore un mouvement. Il vous appelle, dit le comte. Il vous appelle du fond de son sommeil, celui à qui vous aviez confié votre destinée. Et la mort a voulu vous séparer. Et j'étais là par bonheur, et j'ai vaincu la mort. Valentine, désormais, vous ne devez plus vous séparer sur la terre. Car pour vous retrouver, il se précipitait dans la tombe. Sans moi, vous mourriez tous deux. Je vous rends l'un à l'autre. Puisse Dieu me tenir compte de ces deux existences que je sauve. Valentine saisit la main de Monte Cristo et dans un élan de joie irrésistible, elle la porta à ses lèvres. Oh, remerciez-moi bien, dit le comte. Oh, redites-moi, sans vous lasser de me le redire, redites-moi que je vous ai rendue heureuse. Vous ne savez pas combien j'ai besoin de cette certitude. Ah oui, oui, je vous remercie de toute mon âme, dit Valentine. Et si vous doutez que mes remerciements soient sincères, eh bien, demandez à Haïdé. Interrogez ma sœur chérie Haïdé, qui depuis notre départ de France m'a fait attendre patiemment en me parlant de vous. L'heureux jour qui luit aujourd'hui pour moi. Vous aimez donc Haïdé? Demanda Monte Cristo avec une émotion qu'il s'efforçait vainement de dissimuler. Ah, de toute mon âme! Eh bien, écoutez, Valentine, dit le comte, j'ai une grâce à vous demander. À moi? Grand Dieu! Suis-je assez heureuse pour cela? Oui, vous avez appelé Haïdé votre sœur. Qu'elle soit votre sœur, en effet, Valentine. Rendez-lui à elle tout ce que vous croyez me devoir à moi. Protégez-la, Morel et vous, car la voix du comte fut prête à s'éteindre dans sa gorge. Car désormais elle sera seule au monde. Seule au monde? Répéta une voix derrière le comte. Et pourquoi? Monte Cristo se retourna. Haïdé était là, seule, debout, pâle et glacée, regardant le comte avec un geste de mortelle stupeur. Parce que demain, ma fille,
Tu seras libre, répondit le comte, parce que tu reprendras dans le monde la place qui t'est due, parce que je ne veux pas que ma destinée obscurcisse la tienne. Fille de prince, je te rends les richesses et le nom de ton père. Haïdé pâlit, ouvrit ses mains diaphanes, comme fait la Vierge qui se recommande à Dieu, et d'une voix rauque de larmes. Ainsi, monseigneur, tu me quittes, dit-elle. Haïdé, Haïdé, tu es jeune, tu es belle. Oublie jusqu'à mon nom et sois heureuse. C'est bien, dit Haïdé. Tes ordres seront exécutés, monseigneur. J'oublierai jusqu'à ton nom et je serai heureuse. Et elle fit un pas en arrière pour se retirer. Oh, mon Dieu! S'écria Valentine tout en soutenant la tête engourdie de Morel sur son épaule. Ne voyez-vous donc pas comme elle est pâle? Ne comprenez-vous donc pas ce qu'elle souffre? Haïdé lui dit avec une expression déchirante. Pourquoi veux-tu donc qu'il me comprenne, ma sœur? Il est mon maître. Je suis son esclave. Il a le droit de ne rien voir. Le comte frissonna aux accents de cette voix qui alla éveiller jusqu'aux fibres les plus secrètes de son cœur. Ses yeux rencontrèrent ceux de la jeune fille et ne purent en supporter l'éclat. Mon Dieu, dit Monte Cristo, ce que vous m'aviez laissé soupçonner serait donc vrai. Haïdé, vous seriez donc heureuse de ne point me quitter. Je suis jeune, répondit-elle doucement. J'aime la vie que tu m'as toujours faite si douce, et je regretterais de mourir. Cela veut-il donc dire que si je te quittais, Haïdé, je mourrais, monseigneur? Oui. Mais tu m'aimes donc? Oh, Valentine, il demande si je l'aime. Valentine, dis-lui donc si tu aimes Maximilien. Le comte sentit sa poitrine s'élargir et son cœur se dilater. Il ouvrit ses bras. Haïdé s'y élança en jetant un cri. Ah oui, oui, je t'aime, dit-elle. Je t'aime comme on aime son père, son frère, son mari. Je t'aime comme on aime la vie, comme on aime son Dieu. Car tu es pour moi le plus beau, le meilleur, le plus grand des êtres créés. Qu'il soit donc fait ainsi que tu le veux, mon ange chéri, dit le comte. Dieu, qui m'a suscité contre mes ennemis, qui m'a fait vainqueur, Dieu, je le vois bien, ne veut pas mettre ce repentir au bout de ma victoire. Je voulais me punir. Dieu veut me pardonner. Aime-moi donc, Haïdé. Qui sait, ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. Mais que dis-tu donc là, monseigneur? Demanda la jeune fille. Je dis qu'un mot de toi, Haïdé, m'a plus éclairé que 20 ans de ma lente sagesse. Je n'ai plus que toi au monde, Haïdé. Par toi, je me rattache à la vie. Par toi, je puis souffrir. Par toi, je puis être heureux. L'entends-tu, Valentine? S'écria Haïdé. Il dit que par moi il peut souffrir. Par moi, qui donnerai ma vie pour lui. Le comte se recueillit un instant. Ai-je entendu la vérité? Dit-il. Oh mon Dieu, n'importe. Récompense ou châtiment, j'accepte cette destinée. Viens, Haïdé, viens. Et jetant son bras autour de la taille de la jeune fille, il serra la main de Valentine et disparut. Une heure à peu près s'écoula, pendant laquelle, haletante, sans voix, les yeux fixes, Valentine demeura près de Morel.
Enfin, elle sentit son cœur battre. Un souffle imperceptible ouvrit ses lèvres, et ce léger frissonnement qui annonce le retour de la vie courut par tout le corps du jeune homme. Enfin, ses yeux se rouvrirent, mais fixes et comme insensés d'abord. Puis la vue lui revint précise, réelle. Avec la vue, le sentiment. Avec le sentiment, la douleur. Oh! S'écria-t-il avec l'accent du désespoir. Je vis encore. Le comte m'a trompé. Et sa main s'étendit vers la table et saisit un couteau. Ami, dit Valentine avec son adorable sourire, réveille-toi donc et regarde de mon côté. Morel poussa un grand cri, et délirant, plein de doute, ébloui comme par une vision céleste, il tomba sur ses deux genoux. Conclusion. Le lendemain, au premier rayon du jour, Morel et Valentine se promenaient au bras l'un de l'autre sur le rivage, Valentine racontant à Morel comment Monte Cristo était apparu dans sa chambre, comment il lui avait tout dévoilé, comment il lui avait fait toucher le crime du doigt, et enfin comment il l'avait miraculeusement sauvée de la mort, tout en laissant croire qu'elle était morte. Ils avaient trouvé ouverte la porte de la grotte, et ils étaient sortis. Le ciel laissait luire dans son azur matinal les dernières étoiles de la nuit. Alors Morel aperçut dans la pénombre d'un groupe de rochers un homme qui attendait un signe pour avancer. Il montra cet homme à Valentine. Ah, c'est Jacopo, dit-elle, le capitaine du yacht. Et d'un geste, elle l'appela vers elle et vers Maximilien. Vous avez quelque chose à nous dire demanda Morel. J'avais à vous remettre cette lettre de la part du comte. Du comte murmurèrent ensemble les deux jeunes gens. Oui, lisez. Morel ouvrit la lettre et lut. Mon cher Maximilien, il y a une felouque pour vous à l'ancre. Jacopo vous conduira à Livourne, où monsieur Noirtier attend sa petite fille qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. Tout ce qui est dans cette grotte, mon ami, ma maison des Champs-Élysées et mon petit château du Tréport sont le présent de noces que fait Edmond Dantès au fils de son patron, Morel. Mademoiselle de Villefort voudra bien en prendre la moitié, car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père, devenu fou, et du côté de son frère, décédé en septembre dernier avec sa belle-mère. Dites à l'ange qui va veiller sur votre vie, Morel, de prier quelquefois pour un homme qui, pareil à Satan, s'est cru un instant l'égal de Dieu, et qui a reconnu avec toute l'humilité d'un chrétien qu'aux mains de Dieu seul sont la suprême puissance et la sagesse infinie. Ces prières adouciront peut-être le remords qu'il emporte au fond de son cœur. Quant à vous, Morel, voici tout le secret de ma conduite envers vous. Il n'y a ni bonheur, ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre. Voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. Vivez donc et soyez heureux, enfant chéri de mon cœur. Et n'oubliez jamais que jusqu'au jour où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots: attendre et espérer.
Votre ami, Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Pendant la lecture de la lettre qui lui apprenait la folie de son père et la mort de son frère mort, et folie qu'elle ignorait, Valentine pâlit. Un douloureux soupir s'échappa de sa poitrine et des larmes, qui n'en étaient pas moins poignantes pour être silencieuses, roulèrent sur ses joues. Son bonheur lui coûtait bien cher. Morrel regarda autour de lui avec inquiétude. « Mais, dit-il, en vérité le comte exagère sa générosité. Valentine se contentera de ma modeste fortune. Où est le comte, mon ami? Conduisez-moi vers lui. » Jacopo étendit la main vers l'horizon. « Quoi? Que voulez-vous dire? » demanda Valentine. « Où est le comte? Où est Haydée? »« Regardez !» dit Jacopo. Les yeux des deux jeunes gens se fixèrent sur la ligne indiquée par le marin et sur la ligne d'un bleu foncé qui séparait à l'horizon le ciel de la Méditerranée. Ils aperçurent une voile blanche, grande comme l'aile d'un goéland. « Parti !» s'écria Morrel. « Parti !»« Adieu, mon ami, mon père. »« Parti !» murmura Valentine. « Adieu, mon ami. Adieu, ma sœur. »« Qui sait si nous les reverrons jamais ?» fit Morrel en essuyant une larme. « Mon ami, » dit Valentine, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots? Attendre et espérer. Fin. Tadam! Ainsi s'achève la lecture du Comte de Monte Cristo. Merci énormément d'avoir été aussi nombreux à suivre ce feuilleton un peu extraordinaire, hein, puisqu'on a réussi en partant, on est parti à peu près en juin-juillet au début de la lecture, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, fin janvier, pour avoir l'intégralité du Comte de Monte Cristo. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour tous vos commentaires adorables. Ça m'a fait beaucoup plaisir de les lire, d'y répondre. J'étais très content de vous offrir cette lecture-là pendant tout ce marathon. Alors évidemment, ça serait dommage d'arrêter de couper toute cette dynamique et cette communauté qui s'est un petit peu constituée. Donc je voulais vous proposer, si vous aviez envie, d'autres lectures de podcasts dans ce style-là. J'ai pensé à quelques titres. J'aimerais bien rester dans un environnement un peu 19e, parce que je trouve ça chouette et qu'il y a des belles œuvres comme ça, magnifiques. Alors peut-être un autre Alexandre Dumas, peut-être la suite d'ailleurs des Mousquetaires, ou un autre roman, La Reine Margot, que sais-je. Peut-être Orgueil et Préjugés, parce que j'avoue que c'est ça, je trouvais ça assez chouette de lire à haute voix Orgueil et Préjugés. Je pense que ça va être assez amusant. Pourquoi pas une œuvre monstrueuse, un peu comme Les Misérables de Victor Hugo. Aussi, je trouve que il y a beaucoup de personnages, ça peut être assez intéressant avec toutes ces voix qui apparaissent. Ou un grand roman d'aventure de Jules Verne, pourquoi pas. Ou Les Russes, Dostoïevski, que sais-je. Voilà, si ces quelques propositions déjà là que j'ai évoquées vous intéressent, mettez-les en commentaire. Si vous en avez d'autres, proposez-les également. Moi, je ferai un petit tri entre tout ça. Je verrai peut-être celles qui rencontreront le plus d'envie, d'intérêt dans vos commentaires et je vous proposerai cette lecture-là. En tout cas, encore un grand merci. N'hésitez pas à continuer à écouter d'autres podcasts, on en a d'autres sur notre chaîne. Et j'attends avec impatience vos propositions pour la suite de ces aventures de lecture. Merci et à très vite au-dessous des bibliothécaires.